Voici le deuxième module de l'Immaculée Déception de l'Histoire, qui fait suite au premier module, que je vous invite à regarder pour comprendre la suite. Sinon, déjà, c'est confus, déjà, c'est compliqué. Mais alors, si on ne fait pas dans l'ordre, on est vraiment perdu. Donc, on avait parlé de la déception de Thoth en particulier de Thoth, hein, dans la grande déception de Thoth. Euh, et là, on continue, toujours avec ces histoires d'Anunnaki vengeurs, qui voulait obtenir donc la porte stellaire numéro 11 et éliminer les Dracos. En fait, il y avait ces deux factions hein, dans les Anunnaki. Les Anunnaki, d'une part, et les Dracos, les Draconiens d'Orion, qui voulaient eux-mêmes obtenir la porte stellaire numéro 10. Pourquoi les uns voulaient la 11 et les autres voulaient la 10? Parce que les Anunnaki avaient une activation ADN jusqu'à brin numéro 11. Donc, ils avaient la possibilité d'interagir avec ces portes stellaires. Or, les Dracos, dérivant de séraphins déchus, on l'a vu tout à l'heure, avaient en leur code génétique juste le brin numéro 10, jusqu'au maximum brin numéro 10. Voilà pourquoi eux, ils ont toujours voulu accéder à la porte stellaire numéro 10. Donc, les Anunnaki, entre-temps, ils avaient pris le plein contrôle de l'Atlantide et les anneaux Melchizedek, qui était donc un groupe de prêtres qui appartenait à l'origine à la ligne Grail au sud-ouest de l'Atlantide, qui étaient ceux qui voulaient récupérer les codes Christ via la biorégénération, fuir vers le nord-est de l'Atlantide, dans une zone qui s'appelle l'Oas, qui se trouve en Angleterre. L'Atlantide arrivait jusque-là. La région donc, de l'Angleterre, de l'Écosse et du Wales, où se trouvaient les druides. Les druides qui étaient eux-mêmes appelés les druidiques de la lignée des rois magie. Là aussi, des maîtres ascensionnés. Et se trouvaient aussi les celtiques qui eux-mêmes euh, avaient l'origine dans la région de l'Oas, donc nord-est de l'Atlantide, en Angleterre. Il faisait partie de la lignée royale qui voulait récupérer donc le contrôle de la porte stellaire numéro 11 en Angleterre, dans la Vale of Pewsey, en Angleterre. Donc, si vous allez regarder, j'en parle, hein, des portes stellaires reliées aux 12 tribus de l'humain angélique originel. Les 12 tribus étaient posées sur chaque porte stellaire. Ça, c'en était une, si vous voulez aller voir. Et là, j'avais tout mon PowerPoint avec les images, avec les plans, et c'est plus facile. J'en étais où? Donc, une partie des Eyani, hein, des fameux, les envoyés, les missionnaires qui s'échappèrent de la torture, purent s'enfuir aussi dans ces régions. Dans l'histoire des Celtes, on dit qu'ils venaient de Russie après l'ère glaciale et on les considéra des guerriers. Et ça, c'est l'histoire racontée par les Anunnaki, bien sûr, dans toute l'histoire que nous lisons sur le livre d'histoire. Les guerriers bleus, ils étaient des guerriers bleus, faisaient partie des races Melchizedek. Les vrais Celtes étaient de la lignée royale du Graal à Noasa, qui avait origine à Noasa, dans le sud-ouest de l'Atlantide. Entre-temps, les fondateurs n'eurent pas le temps de profiter des activations stellaires pour récupérer la grille. Et en 10 500 avant Jésus-Christ, les Anunnaki orchestrèrent une autre révolte d'infiltration, la fameuse conquête luciférienne. Ce fut une invasion principalement des régions d'Atlantide où le groupe Thoth-Anki, qui mit en place à l'époque le programme de biorégénésis dans la région Oa, actuellement Sarasota en Floride, jusqu'à Cuba et Haïti dans le sud-ouest de l'Atlantide, fit un pacte avec un autre groupe d'Anunnaki, les Samjaz lucifériens Anunnaki, qui dérivent de la famille Satan-Anu. Cette nouvelle alliance se dirigea dans les Pléiades, chez les Anunnaki pléiadiens nibiruins, et ils commencèrent à regrouper les forces Anunnaki. Regrouper leur projet, c'était de regrouper toutes les familles Anunnaki, même les hybrider. Celles qu'ils avaient sur Terre,
donc les forces Anunnaki sur Terre, étaient les Anu-Melchizedek, c'est-à-dire la branche qui était d'accord, enfin la majorité en tout cas, sinon tous, pour le programme de biorégénésis, de régénération des codes ADN. Mais une nouvelle réunification Anunnaki se créa, donc, et avec le groupe Thoth et Enki, ils préparèrent les bases de ce qu'on appelle donc l'Alliance luciférienne. C'était une stratégie pour se préparer à l'invasion de la prochaine activation stellaire entre 2000 et 2017. Noasa, donc Atlantide, il y avait un autre groupe qui était aussi un groupe des Illuminati, mais qui dérivait des Anunnaki de Sirius B, une faction qui n'aimait pas du tout l'idée de l'alliance luciférienne. Donc, même entre eux, on veut faire l'alliance, mais chacun, c'est comme maintenant, en fait, c'est la même chose. Il y en a qui veulent, la plupart ils veulent, mais il y en a qui sont contre parce que chacun veut prendre le pouvoir sur les autres et gagner victoire. Bon. Les dauphins bipèdes de la branche Anunnaki étaient les Urantiens, qui étaient censés être accompagnés, eux aussi, dans le programme de régénération de Thoth à l'origine. Ils appartenaient et descendaient du groupe Jéhovah, alors que les groupes Anunnaki, Thoth et Enki, étaient composés moitié de draconiens et moitié Anunnaki. Thoth avait la charge d'une partie de la biorégénésis et Enoch, à l'époque, avant même qu'il trahisse, et Enoch avait la charge des autres, d'une autre partie de régénération, seulement les géomies. Enoch faisait partie à l'origine de l'Alliance d'Émeraude pendant des millions d'années, tout comme Thoth, qui avait juste accès à 11,5 niveaux d'activation de grains d'ADN. Et chacun d'eux avait la charge d'un groupe. Enoch prit la charge des Orantiens, Géoviens, et Thoth prit la charge des Anu draconiens. Thoth donc trahit, mais Enoch, ça on l'a raconté dans le premier module, mais Enoch fut loyal jusqu'à 10 500 avant Jésus-Christ, lorsque les forces des Sanjaz et Thoth Enki du sud de l'Atlantide se déplacèrent vers le centre-sud de l'Atlantide, donc vers Noasa, actuellement les îles Bermudes, qui avait été à son tour envahi par les dauphins bipèdes urantiens, dont ils commencent à s'envahir les uns avec les autres, qui n'apprécièrent pas l'attaque et s'enfuirent vers le nord de l'Atlantique. Donc, Enoch fut poussé à l'exil avec les autres, avec ceux qui devaient régénérer. Certains d'entre eux fuirent vers la Méditerranée, d'autres en Afrique, d'autres en France. Et Enoch donc décida d'envoyer euh, de venir à un accord. Il se dit, ça suffit, là, il y a bordel, tu n'es pas d'accord. Il décida il espéra créer un nouvel accord dans les factions Anunnaki et décida de joindre l'alliance luciférienne et amener un groupe d'Urantiens avec lui. Il décida donc d'assister le projet de domination Anunnaki contre, entre autres, les Urantiens qui étaient fidèles à lui à l'époque, donc il trahit ses propres fidèles donc au programme d'ascension et de régénération. Donc, il y a eu une défection même parmi les Urantiens, les dauphins bipèdes, ce que Enoch avait trahi, et les autres qui se réunirent à l'alliance luciférienne. Enoch a tourné sa veste à plusieurs reprises en cette période, et sous la pression des Anunnaki, il espérait peut-être en faire avancer, tout en étant infiltré, son programme de régénération pour préserver la race. Beaucoup plus tard, lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait, nous les gars, avec la traduction des plaques de sélénite sous la forme, entre autres, du livre d'Enoch qui existe encore aujourd'hui. Il espérait réunir les factions Anunnaki en une seule super race et les guérir tous ensemble. C'était insensé. Non, c'était pas insensé. Il y prenait soin, en fait. Il avait l'intention de pouvoir travailler ça de l'intérieur. Enfin, réunir toutes ces races vers l'ascension. Mais il était un peu naïf peut-être. Enfin, il tenait à ses gens, mais il a fait un peu n'importe quoi. Voilà. En 9560 avant Jésus-Christ, lorsque l'Oasa fut conquise par les Lucifériens, qui se faisaient appeler les rois de Lars, donc l'Oasa en Angleterre, la porte stellaire d'Angleterre, l'ancienne, je ne peux pas me tromper, vers laquelle
tous avaient fui, euh, fut reconquise malgré tout par les envahisseurs lucifériens, qui se furent appelés les rois de Lars, qu'on retrouve dans les témoignages des tablettes sumériennes racontant l'origine de ces 10 fameux rois de Lars d'avant, devant les alluvions. Les alluvions, comme étant, donc ils se présentèrent les rois de Lars comme étant les vrais rois de l'Atlantide. C'est la race Anu qui s'empara donc de l'Oas, la combinaison des Sanjazi, Dod, Enki et Enoch. Ce groupe créa De ce groupe dériva la race des rois de Larsa. Enoch était, entre autres, lui-même le septième des 10 rois de Larsa qui ont succédé. En 1560 avant Jésus-Christ, une stratégie organisée, appelée l'Alliance luciférienne, prépara un plan minutieux d'invasion planétaire jusqu'à un port pour prévenir l'activation stellaire de 2000-2017. Les alluvions de 9558 avant Jésus-Christ ont été orchestrées comme étant la première phase de leur plan, afin d'éliminer tous les autres groupes Anunnaki, y compris en particulier les dauphins bipèdes urantiens, exception faite par un groupe protégé par Enoch. La lignée sous laquelle ces invaseurs de Noasa fut connue historiquement, c'est la lignée de Noah, c'est-à-dire Noé. Pas d'arche de Noé, mais d'accord. Ça, c'est le début de l'histoire des Hébreux, qu'on verra par la suite. Les vrais peuples hébraïques et les faux hébraïques qui seront passés à forme. Il y a une différence entre la ligne médianite, Ixos, ligne royale, et celle hébraïque. Il y a eu une lignée par la suite qui s'est recréée, fait de ces factions, qui s'appelait médianite, la lignée qui s'est répandue dans la région arabe et qui a créé une lignée de rois appelés Ixos, qui sont fait passer par les 12 tribus originelles hébraïques. Mais entre-temps, avant d'en arriver là, donc, entre-temps, toutes les réalités, les histoires des vrais Celtes ont été effacées. Et on se souvient, donc, comme je disais tout à l'heure, que les Hébreux, à l'origine, étaient des humains angéliques. Ils faisaient partie, dans l'ensemencement, des 12 tribus angéliques, mais on leur surimposa l'histoire Anunnaki, avec une histoire de 12 tribus hébraïques qui, en réalité, étaient les 12 tribus Anunnaki, celles qui nous relatent dans les textes, afin de cacher leur formation. En réalité, c'était les envahisseurs qui envahirent la culture hébraïque, s'en emparèrent après l'avoir envahi et mis sous silence. Noé, comme Thoth Enki, était une lignée génétique, ce n'était pas un individu. Les Noah étaient les Noasa géoviens, les dauphins bipèdes de Sirius A Anunnaki, qui détestaient les autres Anunnaki et les dracons, tout comme les humains aussi. À partir de cette époque, l'histoire racontée est le mixage des vrais enseignements et des faux enseignements. Les Hébreux ne viennent pas de la lignée de Noah, peut-être nous faire croire. Nous venons tous de la lignée adamique Kadmon, qui fut le résultat donc, du programme de régénération qui nous emmena tous ici il y a des millions d'années après la chute de Tara, via les Anoasis, via les Azorites, les Oraphins, comme j'ai expliqué dans d'autres, qui sont vraiment les pures lignées portant la fréquence Christ. Donc, ils prirent le concept d'Adam et Ève et le joignèrent avec l'histoire de Noah. La Bible est autour de ces histoires fantasques. Et à partir de là, la manipulation de l'histoire, ça s'est empiré de plus en plus. On va aborder les histoires qui étaient Abraham, Mosè, le temple de Salomon. Je ne sais pas si je vais tout dire là maintenant, mais enfin, ça fait partie de la suite. D'où viennent tous ces races hybrides Anunnaki Illuminati? Les races Illuminati euh, sont impliquées dans le gouvernement, ça on le sait, hein, et viennent d'une ancienne lignée d'hybridation humaine, Anunnaki et draconienne. Les humains Illuminati ressemblent à tout le monde, car leur modèle original était humain, mais fut compromis et codifié selon la matrice inversée.
Ils sont nés avec une inversion monadique et avec les codes Anunnaki et Draconiques. En 246 000 avant Jésus-Christ, nous avons donc subi des multiples invasions, comme on l'a vu. Les dauphins d'Urantia, des Géoviens, les races compétitives Enki, Enlil, Marduk, en provenance de Nibiru. Le gros problème, c'est qu'ils pouvaient capturer les humains, donc ils pouvaient donc s'emparer de la Terre, les récupérer les codes génétiques des humains, ils pouvaient bien les capturer, récupérer donc le matériel génétique, mais ils avaient besoin de modifier génétiquement leur race en laboratoire car ils ne pouvaient pas hybridiser leur race directement avec la nôtre. Elle n'était pas compatible. La production d'enfants était complexe et compliquée. Et ils naissaient des distordus, des malformés, ou alors ils mouraient vraiment très jeunes. Il y avait des énormes problèmes vis-à-vis des grossesses portées à terme, donc de l'hybridation anneau, draco, etc., avec les humains. C'est beaucoup compliqué. Donc, parce qu'ils espéraient avec ces hybridations d'envahir toute la planète avec leurs propres gènes. C'était complexe. Il y avait quelques races qui furent créées effectivement grâce à l'ingénierie génétique, comme les races Durantia ou les races moitié Draco, moitié Anunnaki. Et la race Sanjaz luciférienne, qui dériva de la race, par exemple, Lilitan, Satan, Anunnaki, avait envahi le système de Procyon et, et quelques-uns des systèmes pléiadiens. Ils ont pu créer eux-mêmes des hybridations. Donc, chaque race a essayé de créer ses propres hybridations en infiltrant différents systèmes, mais dans le même univers local. Il faut savoir que les grands blancs pléiadiens, par exemple, font partie de cette hybridation au code partiellement inversé, issu d'un mélange des Sanjaz, Lilith, Anunnaki. Okay, les grands blancs pléiadiens, pas les sauveurs. Okay. Ils commencèrent donc à envahir la Terre en 450 000 avant Jésus-Christ. Ils continuèrent à infiltrer dans la terre intérieure durant les guerres qui faisaient rage à l'extérieur. Donc, ils essayaient partout de s'infiltrer afin de garder leur poste. Et donc, pendant que ces guerres entre les lignes hybrides, parce que maintenant les hybridations étaient accomplies, mais c'était un peu confus, parce que chacun voulait reprendre le pouvoir. En tout cas, toutes ces lignes hybrides voulaient de toute façon, une chose était claire, éliminer les humains de la planète. Il y avait une lignée dérivée des Sanjaz lucifériens en conjonction avec le groupe Thoth-Onki, euh, qui s'engagea avec les Samjaz pléiadiens et ensemble établirent ici des communautés en Mésopotamie, en Iran, en Irak, en Afrique, puis en France jusqu'à l'Angleterre. Ils sont venus chercher quoi? L'or élémentaire, car l'atmosphère de Nibiru fut endommagée lors des guerres d'avant le troisième ensemencement. Ils subissaient un empoisonnement radioactif de leur atmosphère. Et ils découvrirent une solution après une substance aujourd'hui connue comme étant la poudre blanche d'or, faussement utilisée pour activer nos codes génétiques, laissez tomber, n'en faites pas usage. Il prétendait donc qu'elle pouvait soutenir la vie biologique, mais aussi créer une forme de démence au niveau des cellules cérébrales. Cette toxicité dans leur environnement put affecter leur habilité à fonctionner mentalement et devinrent encore plus violents. L'or fut utilisé selon un processus de ionisation afin de créer un blocage des radiations dans leur atmosphère. Mais tout le monde le respirait aussi. Ils avaient besoin d'une race d'esclaves, évidemment, pour travailler dans les mines d'or sur Terre. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils mélangèrent le matériel génétique d'un type de singe qui existait déjà ici, mais faisait partie des animaux terrestres, des mammaliens, des singes aussi qui existaient sur Nibiru, auxquels ils ajoutaient leur propre matériel génétique pour leur donner un petit peu d'intelligence, un minimum pour comprendre les dictats. Plus ils ajoutèrent du matériel génétique humain, le tout en laboratoire, bien sûr, sachant qu'il y avait très peu d'informations humaines dans ces êtres, afin de préserver leur code inversé et à tel point que ces esclaves pouvaient se croiser entre eux et aussi avec les Anunnaki. Ils facilitèrent les croisements. Ces esclaves pouvaient se croiser, se reproduire et se reproduire avec les Anunnaki. Ces premiers primates furent appelés les Lukos.
de la famille Lilitan-Satan. Ces locaux, ces scientifiques les appellent le Néandertal. Il y a 250 000 années avant Jésus-Christ. C'était la race esclave qui fut maltraitée et abusée sans cesse. Ce fut le début d'une série de modifications génétiques jusqu'à aujourd'hui où nous avons encore des hybridations dans notre population terrestre d'humains Anunnaki. Et cela vient directement de tous ces programmes de manipulation génétique et de régénération dérivant de Thoth et Enoch. À cette époque, il y avait sur Terre des extraterrestres, donc des locus néandertals, hein, des humains angéliques, des Sanjasi, du groupe Enki, des Anunnaki et le groupe du Marduk Nécromitron, et aussi un groupe de légions draconiennes. Il y a des multiples versions des draconiens. On ne va pas rentrer là-dedans, sinon ça va trop loin. Les dracos et les reptiliens ne sont pas les mêmes, mais il y a eu des hybridations entre eux. Les collectifs draconiens sont à l'origine, descendent des séraphins déchus, comme on a vu tout à l'heure, qui venaient donc de la toile de Vega en Lyre, dans la constellation de la Lyre, et se déplacèrent dans le système d'Orion, la majorité, où un collectif de différentes races de dracos et de reptiliens occupait différentes planètes, cette constellation. La majorité des draconiens provient d'Orion, de la constellation d'Orion. Quelques-uns proviennent d'Andromède. Les pires, les plus agressifs venaient d'Orion et sont appelés les Omicrons. C'est une matrice familiale, un collectif, un type de forme avec une forme de dinosaure de dimension 10, avec des brins d'ADN inversés, des types de dragons qui se manifestent ici sous la forme, sur Terre, sont manifestés sous la forme des dragons papillons, des dragons avec des ailes, les papillons de nuit, comme on les appelle, des hominidés ailés. Un autre groupe est appelé les odédicrons, les aviaires, les reptiliens aviaires, les reptiles ailés. Ces derniers se croisèrent avec les Anunnaki pour créer la matrice Enlil. Donc, les reptiles ailés se croisèrent avec les Anunnaki pour créer la matrice Enlil. Les Omicrons se croisèrent pour créer la matrice de Marduk. Les Nécromitrons, connus comme sorte ayant une forme de tortue coléoptère, des insectes reptiles, aussi connus comme les Andronis. Attention au channel d'Andromède, on ne sait pas qui analyse. Encore une fois, que gourou, personne analyse la source. Ce sont les mêmes qui se manifestent ici comme les Man in Black, les nécromitrons, comme les tortues coléoptères, les fameux Man in Black, hein, les hommes en noir, et c'est l'histoire. Ils ont aussi des contacts sur Alpha et Oméga Centaure. Et ce sont ces trois races principales qui ont fait le bon et le mauvais temps ici, sur Terre, depuis 250 000 ans. Les Omicrons créèrent un autre groupe en laboratoire en croisant les humains Omicrons, appelés les Néphilim. Les Néphilim dérivent donc de ce croisement Omicron-humain, qui ressemblaient à des humains, avec des distorsions d'ADN au niveau supérieur, mais qui maintenaient l'information de la physicalité humaine dans les premiers trois brins, 1, 2 et 3. Les brins 8 et 12 avaient été décrochés, pour accéder aux informations divines, et ils n'avaient plus que le 10e brin. Ils avaient une personnalité humaine, et du fait des trois premiers brins, donc ils ressemblaient beaucoup aux humains, ils pouvaient se croiser entre eux et avec les Omicrons, sans pour autant arriver à générer une entière population. Les races néphilim sont aussi les races urantiennes, qui firent quelque chose de similaire. Ils avaient des races Illuminati ici sur Terre, à peu près en 210 000 années avant Jésus-Christ, feignant vouloir intégrer l'Alliance. Ils amenèrent les races hybrides humaines dans le programme de régénération, dans les temples situés sur les portes stellaires, tout en se déclarant pacifiques, mais préparant en réalité une infiltration. On leur donna, naïf qu'on était, la chance de guérir à tous ces gens-là,
sous prétexte de se régénérer, ils s'infiltraient. Mais ils commencèrent à influencer les communautés, les manipuler, se croiser entre eux, créer des couples, donc mélangeant les codes sur tous les plans, ce qui mélange les informations au niveau des chakras, les informations génétiques et l'information concernant le corps physique, éthérique, émotionnel, mental. C'était le rebelle. C'était une tactique pour entrer dans les champs de l'humain angélique, pour l'infiltrer et le saboter. Il fut convenu donc qu'un accord préalable de biorégénération fut nécessaire avant toute relation amoureuse dans l'intérêt des deux parties. Le problème fut que les enfants issus de ces couples avaient une vie haute, comme on a vu tout à l'heure. Ils furent quand même capables d'infiltrer suffisamment ces communautés et une grande partie des humains angéliques trop naïfs. Ils commencèrent à intégrer certains codes inversés jusqu'à obtenir une masse critique de matrices inversées lors de l'activation suivante stellaire. Certains des humains angéliques tombèrent dans le piège. Ils n'étaient pas assez disciplinés dans la reconnaissance de tous ces embrouilles et l'activation stellaire suivante n'a pas pu être accomplie selon le programme des fondateurs. Les Oraphins sont à l'origine de notre lignée humaine angélique, furent créés pour essayer de stopper les dégâts et faire un reset des grilles et empêcher l'infiltration, des infiltrations ultérieures. C'est ici qu'entrent en scène les deux traîtres supplémentaires. Une fois le plan Omicron découvert, motivant les Néphilim à les rejoindre pour attaquer les cités fortifiées des humains angéliques, parmi lesquels vivaient certains Néphilim en couple aussi, mais pas que, ils étaient déjà mélangés, hybridés. Un de leurs ouvra les portes du temple et permit l'invasion des humains. Les humains angéliques donc furent envahis, emprisonnés dans les cavernes souterraines. L'accès à la porte stellaire numéro 2 par les Néphilim fut assuré. La porte numéro 2, c'est la porte ex-Atlantide sud-ouest, actuellement Sarasota, Floride, ainsi que l'accès au temple cristallin de Sélénite, hélas. Les Oraphins devaient fermer ce portail et commencèrent à évacuer les populations voulant rejoindre l'Alliance Émeraude. Mais une partie resta emprisonnée dans le temple et fut piégée dans le cycle d'incarnation sur Terre. Le cycle qui dériva dans les rois magie et dans les lignées du Graal et le cycle des incarnations successives qui mènent à l'incarnation des enfants indigos de notre. Nous sommes été piégés dans les cycles d'incarnation terrestre. Les grilles furent activées durant l'activation stellaire sur la base des 10 codes inversés à la place des 12 christiques via le pilier maharique. Les liens angéliques subirent une récodification génétique et se réfugièrent dans l'entre-terre. C'est en cette période que les fameux lupus néandertals, vous vous souvenez, réémergèrent de l'intra-terre, c'est vraiment fui, originairement dociles et intelligents à un certain degré. Ils avaient un corps émotionnel comme le corps d'un animal de compagnie et avaient le potentiel d'évoluer en une espèce aimante. Les humains angéliques les aidèrent à fuir de leur géolier et les aidèrent alors à apprendre le langage, à les éduquer un temps si peu. Ici, il fut décidé d'utiliser donc les locus pour entamer le programme de biorégénération pour le groupe Anki et Thoth fut chargé du projet. Il fut prévu une série de mises à jour progressives sur une longue période de temps. Avec les empreintes des Urantia, Renoir, Nibiru et Melchizedek, chacune avait pu donner un brin supplémentaire d'informations ADN au lupus, euh, afin de les combiner pour les amener à un niveau, une nouvelle étape d'évolution qui commença environ il y a 155 000 avant Jésus-Christ. Et la suite au troisième épisode. À très bientôt.